Nicaragua, une défaite pour Reagan, mais une victoire pour Ortega. Genève, fuite d'ammoniac dans une fabrique de glace, 9 personnes toujours hospitalisées. Chocolat, en Suisse, nous en consommons 11 kilos chacun par an. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Reagan a subi sa première grande défaite politique en 1988 sur l'un des projets qui lui tient le plus à cœur, l'aide aux guerrilleros du Nicaragua. Cette nuit, le Congrès américain a repoussé de justesse sa demande d'aide en faveur des Contras. Le président Reagan avait courtisé les élus hésitants jusqu'au dernier jour du vote. Et ces efforts n'ont pas été totalement vains puisque 47 démocrates ont voté en faveur de l'aide aux Contras. Le vote final, 219 voix contre 211. À Managua, les dirigeants sandinistes sont très satisfaits de ce résultat. Et pour le président du Nicaragua, le commandant Daniel Ortega, ce vote est une victoire. Le gouvernement nicaraguayen, emmené par son chef Daniel Ortega, a qualifié de triomphe du droit et de la raison le rejet de nouvelles aides à la Contra demandées par le président Reagan. Dans les rues de Managua, des habitants ont manifesté leur contentement. La population nicaraguayenne a soif de paix. Elle manifeste aussi son désir de vivre en autonomie, loin des offensives de la Contra. N'empêche, malgré la décision de la Chambre des représentants, les rebelles nicaraguayens de la Contra ont juré aujourd'hui de ne pas baisser les bras. Nous poursuivrons notre lutte jusqu'à l'installation d'une démocratie au Nicaragua, a ainsi indiqué un rebelle Contra. Quant à la presse de Managua, si elle parle de défaite pour le président Reagan et d'encouragement pour le plan de paix en Amérique centrale, elle insiste aussi pour dire que la guerre n'est pas encore finie et que l'heure n'est pas encore au triomphe et à la fête. Uwe Barschel, qui avait été retrouvé mort dans la baignoire d'un hôtel genevois en octobre dernier, a été reconnu politiquement et humainement coupable par une commission d'enquête parlementaire ouest-allemande. Selon les conclusions de la commission d'enquête, Uwe Barschel a mené une intrigue déloyale et une campagne de diffamation contre son adversaire politique de Land de Schleswig-Holstein avant les élections en 1987. En bref, d'autres images de l'étranger. La nuit dernière, un commando palestinien a tenté de s'infiltrer en Israël à partir du Liban. Il s'est heurté à une unité de parachutistes. 2 soldats israéliens ont été tués, un Palestinien abattu, un autre fait prisonnier. Les 3 combattants du Fatah entendaient opérer une prise d'otage. Il y a eu en outre 2 nouveaux morts dans les territoires occupés. Des centaines de camions bloqués à Calais. Un millier d'autres dans le port de Douvres. Après 3 jours de grève dans le trafic des ferries, le syndicat des marins britanniques a annulé son mouvement pour éviter de voir ses biens placés sous séquestre. Le NUS avait appelé à la grève pour soutenir la protestation de 160 marins licenciés par une compagnie de l'île de Man. À Genève, où est réunie la conférence des Nations Unies sur le désarmement, on espère pouvoir aboutir dès l'an prochain à un traité sur l'interdiction totale des armes chimiques. Parmi les divers orateurs, l'Italien Andreotti et le chef de la diplomatie ouest-allemande. Hans-Dietrich Genscher a l'impression que les Américains, comme les Russes, souhaitent conclure un accord dans les meilleurs délais, même si le président Reagan vient d'autoriser le Pentagone à construire une nouvelle bombe chimique. Baby M est une fois de plus dans l'actualité avec un jugement qui porte un coup sévère à la pratique de la location d'utérus. La Cour suprême du New Jersey a invalidé le contrat financier selon lequel Mary Beth Whitehead s'engageait à céder son enfant au couple Stern. D'après la Cour, la vente d'un bébé peut donner lieu à l'exploitation de toutes les parties concernées. Une décision qui inquiète les agences de mères porteuses. En 1985, Mary Beth avait signé un contrat par lequel elle s'engageait à céder son enfant au couple Stern. Toutefois, Mary Beth, ici face à des journalistes, n'avait pu se résoudre à céder sa petite fille à sa naissance en mars 1986, refusant également les $10 000 prévus dans le contrat. La Cour du New Jersey ne condamne pas le principe des mères porteuses. En revanche, elle déclare illégal le paiement d'une telle pratique. En outre, Mary Beth, mère biologique, s'est vue accorder un droit de visite à l'enfant dont la garde est confiée à son père biologique, William Stern. En refusant à Elizabeth Stern le droit d'adopter la fillette, la Cour souligne l'importance du lien charnel entre une mère et son bébé. À
Actualité suisse, le résumé d'un rapport sur les conséquences de l'abandon du nucléaire a été rendu public aujourd'hui. 3 scénarios ont été dévoilés par des experts fédéraux et déjà il y a des polémiques. 3 experts plutôt pro-nucléaires ont quitté la commission en claquant la porte. Mais l'affaire n'est pas close, le dossier va encore passer dans les mains de la Commission fédérale de l'énergie, du Conseil fédéral et du Parlement. Georges Plon. L'abandon de l'énergie nucléaire, même fixé à l'année 2025, ne serait pas gratuite. Il y faudrait une taxe sur l'énergie de 10%, un financement massif des économies d'énergie et des énergies renouvelables, une loi sur l'électricité, des tarifs dissuasifs pour les consommateurs gourmands, sans rationnement et sans diminution de notre confort. Non seulement on n'a pas postulé une diminution du confort ou du service rendu par l'énergie, mais dans la plupart des cas, nous avons postulé une augmentation du service rendu par l'énergie dans nos scénarios. L'économie d'énergie serait de 33%, celle d'électricité de 53%. Cette production électrique serait fournie par l'énergie hydraulique, 84%, les énergies renouvelables, 8%, le couplage chaleur-force avec énergie fossile, 6%. Il y faudra une volonté politique inébranlable et pas question de tricher en achetant du courant nucléaire étranger. Les experts, toutefois, se défendent d'être antinucléaires. Je crois qu'il faut bien insister de nouveau ici que notre rôle dans le groupe d'experts n'était pas de dire si les économies d'énergie sont une bonne ou une mauvaise chose, ou si le nucléaire est une bonne ou une mauvaise chose. Notre rôle était vraiment d'étudier les conditions dans lesquelles un abandon ou un moratoire ou les autres scénarios étaient réalisables. Cette vingtaine de variantes laisse le choix. Certaines misent sur le moratoire, d'autres sur le développement nucléaire. À chacun son petit scénario. 9 personnes sont toujours hospitalisées à la suite d'une fuite de gaz ammoniac qui s'est produite ce matin à Genève, au sous-sol d'une fabrique de glace. La fuite s'est déclarée dans le local des compresseurs pour la production du froid. Les services de secours de la ville de Genève se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont fait évacuer le personnel. 18 personnes ont été conduites à l'hôpital souffrant d'irritation des bronches et des yeux. 9 d'entre elles y sont toujours par mesure de précaution. L'accident est dû à un raccord qui s'est peu à peu dévissé sous l'effet de vibrations mécaniques. Andreas Kolb, suspecté d'être le mystérieux André, a été libéré aujourd'hui. La police est convaincue qu'il ne s'agit pas du fameux meurtrier. L'ex-légionnaire âgé de 24 ans a encore été confronté aujourd'hui à Lausanne à 2 prostituées venues de Toulon en compagnie de policiers français. Elles ont confirmé à leur tour qu'Andreas Kolb et André n'étaient pas le même homme. Quant à André, il court toujours. Sa dernière trace date de dimanche dans les environs de l'hôpital de Lille à Berne. Une bonne année pour le tourisme en Suisse, malgré les conditions atmosphériques et la baisse du dollar. On a enregistré en 1987 74,5 millions de nuitées, une baisse de 0,5% par rapport à 1986. Roland Bent. La cherté du franc suisse, c'est pratiquement la stabilité puisque la baisse n'est que de 1,5% par rapport à l'année 86. On note cependant une légère baisse du nombre des touristes étrangers, 1% de moins qu'en 86, 46% de l'ensemble des nuitées. Augmentation correspondante du nombre des nuitées des touristes suisses, 40 000 de plus pour arriver à 40 millions, soit 54% du total. Les divers établissements hôteliers ou para-hôteliers ont été diversement touchés par les conditions météorologiques. Pas de problème pour les hôtels et établissements de cure qui assurent presque la moitié du total des nuitées. Baisse sensible en revanche pour les chalets et appartements de vacances. Baisse plus importante pour les terrains de camping et de caravaning. Pas de soleil en été, pas de neige en décembre. Là, la baisse est plus manifeste. 60 000 nuitées de moins qu'en décembre 86. C'est une chute de 3% et même de 7,5% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Autre industrie suisse qui se porte bien, celle du chocolat. Les producteurs de chocolat ont augmenté leurs ventes en 1987 de 1,9%, ce qui veut dire que la consommation annuelle par tête d'habitant
s'est ainsi élevé à 10,9 kg, presque 11 kg. Donc, Christophe Baroni, vous êtes psychologue. Alors, pourquoi est-ce que les Suisses aiment tellement le chocolat et en mangent tellement? Je pense que déjà, le chocolat suisse est assez réputé dans le monde. Et je dirais que la tentation du chocolat, qui est en lui-même une chose extrêmement agréable, est encore pire pour les Suisses, parce qu'évidemment, nous faisons du très bon chocolat. Est-ce qu'il y a un ingrédient dans le chocolat qui nous rend heureux? Est-ce que c'est pour ça qu'on en mange tellement? Oui, alors il est évident que le chocolat est d'une richesse extraordinaire. Le cacao contient des substances très nombreuses, et notamment, alors, il y a des substances, en effet, assez euphorisantes, et notamment ce qu'on appelle la phényléthylamine, qui est assez proche des amphétamines, donc qui a un effet réellement stimulant. Et alors, on comprend très bien qu'il y a un effet quelque peu stimulant, voire excitant, même on parle d'effet aphrodisiaque. Et alors tout ça explique beaucoup de choses. Et puis alors il y a également ce qu'on appelle la sérotonine, qui est, disons, un antidépresseur. Alors, on comprend aussi que, par exemple, des gens qui ont des problèmes, par exemple, M. Reagan, avec les soucis qu'il a actuellement, mais qui prennent du chocolat, ça lui fera physiologiquement du bien. Alors, est-ce qu'on peut manger trop de chocolat? Est-ce qu'on peut devenir dépendant, justement, puisqu'il y a tous ces ingrédients dans le chocolat? Alors, évidemment, oui, là, il y a certainement un cercle vicieux qui peut s'instaurer, d'autant plus que le chocolat a toujours une connotation de plaisir. Alors, manger du chocolat, c'est un plaisir, donc ça peut être un fruit défendu, n'est-ce pas, l'attrait du fruit défendu. Alors, plus c'est un fruit défendu, plus on risque d'en abuser, plus on a de raisons de penser que si on en consomme exagérément, ça peut tout de même avoir des conséquences fâcheuses, notamment pour des gens qui prennent trop de poids, etc. Plus on risque d'y céder, parce que précisément ça fait du mal, n'est-ce pas? Plus ça fait du mal, plus on risque de céder. Alors justement, peut-être, comme c'est un excitant, il faut peut-être pas trop en manger le soir. Il y a aussi de la caféine dans le chocolat. Ça dépend aussi de ce qu'on veut faire, parce que comme il y a des effets, notamment plus ou moins aphrodisiaques, ça pourrait aussi avoir de très bonnes répercussions. Et comme par ailleurs faire l'amour est un des meilleurs somnifères qui soit, et le meilleur moyen de lutter contre l'insomnie, vous voyez, tout ça est très complexe. De toute façon, le chocolat est d'une richesse extraordinaire, et je pense que céder à ce plaisir sans excès, c'est une des choses les plus agréables. Et les grands amateurs de chocolat préfèrent le chocolat noir, qui précisément contient avec plus de, je dirais, de concentration ces fameux produits. Merci beaucoup, Christophe Baroni. Sport avec le championnat suisse féminin à Saas-Fee et une grande surprise aujourd'hui, la jeune bernoise Heidi Zeller, qui ne figure pas dans la sélection suisse pour les Jeux Olympiques. Elle a remporté aujourd'hui le titre national de descente, une très belle victoire. Heidi Zeller, la voici en action, très à l'aise dans cette descente de Saas-Fee. Ainsi, Heidi Zeller, 21 ans, qui vient de Sigriswil dans l'Oberland bernois, a ravi la vedette à Michela Figini et à Maria Walliser, qui se classent respectivement en 2e et 3e position. Mais aujourd'hui, sur une piste au revêtement très dur, à une date proche des échéances olympiques, Michela Figini et Maria Walliser n'ont sans doute pas voulu prendre trop de risques. La surprise est aussi venue de la jeune bernoise Sandra Brun, une spécialiste de slalom géant, qui a aujourd'hui arraché une belle 4e place. Aujourd'hui, Heidi Zeller a conquis sa 3e médaille au plan national, mais son premier titre de championne suisse. Une consolation pour la bernoise, puisqu'elle ne fera pas partie de la sélection suisse pour les prochains Jeux olympiques de Cagliari. Ski toujours, mais cette fois du ski joering, un sport venu du Grand Nord. Les skieurs sont tirés par des chevaux à plus ou moins grande vitesse sur des parcours parfois très accidentés. Si le parcours est accidenté, c'est qu'il est sinueux et parsemé d'embûches techniques qui mettent à mal l'équilibre des concurrents. Leur virtuosité tient autant de la technique équestre que du talent de skieur. Quand l'équipage est réussi, quel succès alors et quelle admiration chez celles qui applaudissent. À l'instar des initiateurs scandinaves de ce sport, les Américains l'ont rendu très populaire. Ici, au Colorado, une demi-douzaine de compétitions sont organisées chaque hiver. Le plus rapide gagne, bien sûr, comme dans les Grisons à Saint-Moritz, où le ski joering est devenu une course de vitesse réputée. Eh bien, nous allons rester dans la neige puisque la météo s'annonce maussade avec justement de la neige. Voici l'image satellite et toutes les explications.
Sur cette animation Météosat du jour, on voit une première bande nuageuse qui se déplace très lentement vers l'est. Elle a provoqué des pluies sur l'ouest du pays aujourd'hui. Un deuxième système se trouve sur la France et s'approche de notre pays. Vous attendez les prévisions jusqu'à demain soir, les voici. Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons, fin du Feune ce soir dans l'est. Très nuageux demain et précipitations parfois importantes en Suisse romande. Plus éparses dans l'est du pays, limite des chutes de neige vers 900 mètres. Pour le sud des Alpes et Engadine, très nuageux, quelques précipitations, neige au-dessus de 600 mètres avec des éclaircies par la suite. Nous passons aux températures en pleine voisine la nuit de 1 degré à l'est, 3 degrés à l'ouest et 1 degré au sud. L'après-midi, 4 degrés à l'ouest, 7 degrés à l'est et au sud, vent d'ouest parfois modéré en plaine et fort en montagne. Les prévisions pour samedi et dimanche, le temps d'ouest sera instable, il y aura des précipitations, parfois très importantes à l'ouest du pays. Limite des chutes de neige vers 1000 mètres, s'abaissant presque jusqu'en plaine dimanche. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Demain à 12h45, vous retrouverez Jean-Philippe Rapp et toute son équipe pour TJ Midi. Mais tout de suite, place au cinéma avec un film de David Hare, Weatherby, avec Vanessa Redgrave. Et pour les fans de basketball, le match Suisse-Italie débutera à 23h10 sur la chaîne tessinoise avec un commentaire français. Il y en a pour tous les goûts. Très bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Millions de gens imparfaits, et moi, etc., etc. Attends. Qualité filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Non, possible. Mais t'as pas changé dans la tête, je veux dire, je lui trouve bonne mine. Vous êtes un expert, vous n'êtes pas un connaisseur seulement, vous êtes vraiment un expert. Je rentrais comme une petite fille bien sage attendre monsieur et monsieur ne rentre pas. « 700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon plateau au foie, j'y pense et puis j'oublie. » Oh no, you see different stars at different times. They change with the seasons. I love
Nixon? Yes. You remember? Of course I remember. Well, it's funny how many people forget. It wasn't so long ago. 10 years. What was happening in Weatherby 10 years ago? He was a distinguished member of my own profession. What, liar? No, not liar. Solicitor. Well, lawyer. He trained as a lawyer. Liar or lawyer? Is there a difference? I wonder if we got time for another drink? Wouldn't it be marvellous if Nixon walked in now? Right now. You just can't help it. It would cheer everybody up. Oh, God. Oh, Stanley. We've lived in this town for too long. Hey. Time, gentlemen, please. I'll tell you the best thing about Nick. Shouldn't you be getting back to school? No, well, listen, I'll tell you. The one story about Nixon, all right?